Alors, j'espère que tout le monde connaît un tout petit peu le concept du karma. Le karma, c'est simple. On dit que ce que vous faites de bien vous revient et ce que vous faites de mal vous revient. Et je pense que le témoignage d'aujourd'hui est vraiment la preuve que le karma existe bel et bien. Et le thème retenu ce jour, en voulant commettre un forfait, je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe. Comme on dit, il a cherché, il a trouvé. Notre invité du jour, monsieur Richard Crémé. Alors aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le portrait, donc je vais me faire un plaisir de vous le lire. Il a une voix grave, une voix qui concentre autant de souffrances et de difficultés qu'il a vécues. Richard Kofi Crémé est notre invité du jour. Il a vu le jour le 3 avril 1982 dans la commune d'Abobo à Abidjan. Richard a grandi dans une famille polygamique avec ses frères et sœurs, donc ils étaient 18 au total, et un père mécanicien de train à la régie Abidjan-Niger à la RAN. Alors qu'il était en classe de CM2, il est employé par un dealer comme vendeur de drogue. Inscrit au collège moderne Le Destin dans la commune d'Abobo, son destin va vraiment basculer en classe de 4e. Vous découvrirez la suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi avec Jessica Bomba. Voilà, je suis là. Je vais vous demander donc d'accueillir notre invité, monsieur Richard Crémé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Crémé. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Franchement, quand je relis le thème, en voulant commettre un forfait, je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe. Ça, franchement, je pense qu'on a hâte. Alors, notre invité, Crémé Kofi Richard, est artiste chantre. Il débute la musique d'abord dans le Zouglou en 1990. Il intègre par la suite le groupe Zouglou, Les Experts. En 2005, le groupe sort un album de 8 titres avec le célèbre titre. Mais ça, je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Restez au village, oh, c'est pour ton bien, oh. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Je connais. Alors, après plusieurs difficultés, il décide de se reconvertir à la musique religieuse. Et aujourd'hui, il est auteur de 3 albums. Le dernier a pour titre « Jésus est mieux ». Donc je pense qu'entre rester au village et Jésus est mieux, il s'en est passé des choses. Oui. Et même avant. Oui. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, Richard, votre histoire, je pense qu'elle est assez palpitante. Oui. On va démarrer, on va partir un tout petit peu, votre enfance. Ok. Dans quel type de famille vous avez grandi? Parce qu'on sait que vous avez 18 frères et sœurs. Alors. Merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais d'abord rendre toute la gloire au Seigneur Jésus, le véritable sauveur de l'humanité, qui m'a fait la grâce d'être sur ce plateau et dire merci à tous ceux qui sont là et à toute ma RTI. Effectivement, je suis né dans une famille de 18 personnes, une famille très pauvre à Bobodère, dans un quartier précaire, où mon père avait pour culture l'adoration des fétiches. Il adorait des fétiches qu'on appelait Lokoso et Kaminian. Kaminian, bah, il veut dire touche, je vais voir. Touche, tu vas voir, pardon. Voilà, Kaminian, touche, tu vas voir. Et c'était ce que mon père adorait. Et quand on demandait à mon père, par moment, il disait que c'était pour nous procurer du bonheur et nous assurer la sécurité. Mais je vous assure que chaque 2-3 ans, on enterrait un membre de la famille. Donc, oui, c'est-à-dire le seul héritage qu'on a pu avoir de ces fétiches, c'était l'activité qui était le gardiennage. C'est-à-dire être vigile. Et que, donc tous mes frères ont fait ce travail, moi-même j'ai fait aussi ce travail. Donc c'était dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Pour dire que c'était pas facile, c'était très difficile. Et mon père ayant 3 femmes, la première n'avait pas d'enfant. Et ma mère qui avait sa rivale en face d'elle qui n'avait pas d'enfant, la première femme bien sûr, elle dit bon ok, comme toi tu n'as pas d'enfant, voici mon fils, prends-le, élève-le comme tu peux. Et c'est elle à son tour, tu me prends, tu me donnes à son neveu. Voilà, qui est l'autre côté d'Abobo, derrière. Et c'est lui qui va me mettre à l'école. Et j'ai fait la classe, il a commencé à aller à l'école au CP1 à 9 ans. Waouh. Voilà. Ça fait tard quand même. 9 ans. Ça fait tard quand même. Donc pour dire que c'était pas facile, c'était très très difficile parce que ma petite semaine qui vient après moi n'est pas allée à l'école. Vous voyez, donc c'était dans cette ambiance-là que j'ai vécu. Et je me souviens qu'en classe de CM2, j'avais commencé à m'investir dans le banditisme. Où je m'explique en ce sens que... Non, attendez, pas si vite. Pas si vite. On va aller doucement. Non, on a le temps. Alors, donc vous allez aller chez ce monsieur qui va devenir votre père finalement, qui va vous mettre à l'école. Mais quel type d'enfant vous étiez? Est-ce que vous étiez un enfant calme? À la maison. À la maison, c'était l'agneau. Hein. L'agneau? C'était l'agneau à la maison, mais dehors, c'était autre chose. Quoi. Ouais. Donc à la maison, vous étiez l'enfant parfait? À la maison, j'étais... Faisait toutes les tâches de la maison. On va se nommer Petit Kofi, le sage. Petit Kofi, le sage. Au fait, j'étais celui qu'on prenait pour exemple au quartier, à la maison. D'accord. Parce que quand je voyais une maman qui était au marché avec les bras sur la tête, je courais vers elle. J'étais toujours au service des uns et des autres. Et même, j'ai pilé du foutoir à la maison, je préparais à la maison. En fait, lui, c'était ce qu'il préparait à la maison. Mais dehors, c'était notre vie. Vous voyez, donc en classe de CM2, comme je disais tantôt, je rencontre
enfin, j'ai vécu dans un quartier où il y avait des grands frères et autres, et j'avais un vieux père de quartier, bon, je ne vais pas dire le nom ici, qui était cordonnier en son temps, mais qui vendait la drogue. Et qui m'a appelé pour dire, ah, Petit Kofi, viens te voir. Donc, il arrive dans son atelier, et il me dit, tu vas donner cette drogue-là à telle personne. C'était attaché. C'était de la drogue? Oui, il m'avait dit, il m'avait expliqué. Il m'avait dit, c'était attaché dans des papiers de ciment, kaki, façon là. Vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Mais comment ça? Vous êtes au CM2, on vous donne la drogue, et je suppose que c'était la première fois que vous étiez en contact avec la drogue. Oui. Vous n'aviez pas peur? Je disais tantôt que j'étais dans un quartier précaire. Donc tout le monde voulait s'affirmer. À l'âge de 15-16 ans, du coup c'est l'adolescent, donc tu veux t'affirmer, tu veux montrer que toi aussi tu es un garçon. Donc c'est dans cette période-là. Donc pour moi, aller vendre la drogue, c'était pour moi un grand défi que je relevais. C'était pour moi m'affirmer pour être un garçon. Oui. Voilà, c'était ça, le garçon qui va vendre la drogue. Moi, je partais livrer de la drogue. Et quand on finissait, le grand frère, ce qui me donnait comme récompense, c'était souvent les 200, 300 ou ça me faisait moins plaque à livre. Tu vois un peu. Faut dire que c'était même pas une question d'argent. C'était vraiment plus une question d'ego. Au fait, c'était pas une question d'argent, c'était une question de s'affirmer. C'est ça. Il voulait m'affirmer pour lui, je suis un garçon. Je touche à tout. Genre, il a fumé la drogue, il vend la drogue et autres. Donc c'était un peu ça. C'était ça la motivation première. D'accord. Voilà. Et ça a duré combien de temps, cette activité? Je ne saurais te dire combien de temps ça fait, mais je pense que j'ai continué tout ça jusqu'en classe de 4e. Waouh. Voilà. Ok. Donc, vous commenciez en classe de CM2, vous commencez à vendre de la drogue. Mais vous allez quand même à l'école, vous n'arrêtez pas les cours. Non, je ne vais pas à l'école. Et vous continuez à jouer votre double jeu à la maison, l'enfant parfait, et dehors, le gangster, on va dire ça. Ok. En dehors de la drogue, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je me souviens qu'en classe de 6e, je partais à l'école, je portais un blouson. Voilà, un blouson que je mettais de la machette, une machette à l'intérieur du blouson. Et souvent, mon professeur d'anglais, je me jouais son garde-corps. Voilà. Et puis j'étais toujours avec un gang d'amis, on était toujours en train de faire parler. Qui était à Bobo, au collège, pour aller dans un collège au plateau, pour aller voler des enfants, aller agresser des élèves comme moi, en classe de 6e. C'est-à-dire, j'arrive dans l'établissement, je vois les gens en train de jouer billes et autres. J'arrive, j'enlève mon couteau, je prends ton sac, j'ouvre le sac, je prends les livres. C'était mathématiques, je cherchais. Et puis, sciences physiques, par exemple, son temps, c'était les livres qui coûtaient les plus cher. Voilà, ça coûtait cher. C'était 2500 son temps. Voilà, c'était ça. Et arrivé en 5e, ça continuait. Ça continuait. Et en classe de 4e, là, c'est un autre level. Où j'ai vécu une scène vraiment qui me marque jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu merci, il a changé les choses. D'accord. Alors, voilà. Avant d'en arriver à cette scène, vous n'avez, à part les braquages, est-ce que vous avez déjà, je sais pas, tué quelqu'un? Non, je n'ai pas tué quelqu'un. Je me souviens que en classe de 4e, j'avais des amis qui étaient braqueurs et fumaient la drogue aussi. Moi, je partais souvent les vendre la drogue. Et puis, je me souviens qu'on était en brousse, il y avait le sac au doigt, en kaki. Hein. On était assis dans la forêt au banco, ils étaient en train d'attacher la drogue et puis ils étaient en train de nettoyer l'âme. Parce qu'ils devaient aller opérer un braquage. Et c'est ce jour-là qu'ils m'ont devait m'initier au braquage. Et il se trouve que, étant dans la brousse, on entend des coups de feu. Donc, la débandade, là, chacun part de son côté. Et le soir, enfin, le lendemain matin, j'apprends au quartier qu'ils ont tué un de mes gars. Donc je vais je vais constater les faits. Je découvre que c'est un de mes amis avec lequel j'étais hier qui s'est fait abattre. Et là, vous vous sentez comment? Ah, j'ai eu mal. Et ça ne parle votre logique d'affirmation? Comment? Quand vous voyez votre ami par terre, sans vie, ça n'ébranle pas votre logique d'affirmation? Non, ça n'ébranle pas en ce sens que ça ne va pas toucher moi. Voilà, parce que moi, c'est-à-dire qu'en son temps, un guerrier, ça veut dire qu'en son temps, quand tu es guerrier, ça veut dire que c'est toi qui affrontes, tu n'as pas peur. Du coup, tu es là. Tant que ça ne t'a pas encore touché, tu es guerrier. Mais quand ça te touche... En même temps, vous avez un de vos amis qui était aussi un guerrier, qui tombe au combat, on va dire ça comme ça. Oui. Et ça ne vous fait pas peur. Vous ne dites pas, ça aurait pu être moi. Seulement que j'avais peur d'être pris par la PJ parce que c'était mes amis. D'accord. Voilà, j'avais peur d'être identifié par la foule pour dire que voici ses amis. Et puis bon, c'est ça seulement qui me faisait peur. Donc bon, voilà. On va dire que... Vous n'avez pas pu être initié ce jour-là? Oui, j'ai pas pu être Vous allez remettre à une autre fois ou pas? Oui, non, pas une autre fois. J'ai continué le banditisme, bien sûr. Et puis, j'avais pour coutume d'avaler les comprimés, j'avais pour coutume j'ai même fumé la drogue à 2 reprises. Hein, à 2 reprises, parce que c'est vrai, je vendais, mais je me souviens qu'un jour, il y avait un de mes gars qui m'a dit, mais toi-même, tu vends là, tu ne fumes pas. Et pourquoi vous ne fumiez pas, justement? Ça ne me disait rien. Vous vendez, mais vous en fait, c'était pas pour l'argent, en fait, c'était pour s'affirmer. Donc pour moi, fumer la drogue, c'était rien. Mais pour plus vous affirmer, vous devez fumer quand même. Mais à la vérité, double affirmation. Vente et fumer. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ne savaient pas ce que ça faisait, la drogue. Ils n'en savaient rien. Non, j'étais conscient. Oui, vous savez, mais vous ne savez pas quel effet ça produit. Mais il vient de dire qu'il en a que vous n'avez jamais consommé. Comment? Non, avant qu'il ne touche à ça à 2 reprises, il ne savait pas exactement ce que c'était. Si. Vous saviez? Oui. Sans l'avoir goûté? Non.
Mais comment alors? Le Expliquez-moi ça. gars qui m'a initié avant de la drogue, il me l'a dit. Il m'a dit ça, c'est, on appelle ça ban. Ou bien wassa. Voilà. Il dit ça, c'est ban, il dit, il faut aller vendre. Donc il prend, il va trouver le gars, il donne son ban, il va donner mon taureau. Mais 100 francs, il vient à la maison. Alors, quand tu parles des trucs, il faut me regarder. Je pense qu'on Moi, va je vous veux aider. savoir, c'est quel effet? Qu'est-ce qui vous a décrit l'effet que ça fait quand on consomme, l'effet que ça fait? Ah, Parce le que jour- pour pouvoir désirer ça, Ouais. il faut savoir ce que ça Ouais, fait. il faut- On ne ouais. peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, le jour où il a fumé ça, c'est ce que ça m'a fait, je vous explique. J'ai fini de fumer, ça allait me coucher. En fait, ça m'a fait dormir au fait. Ça allait me coucher, mais avant de dormir, ça commençait à faire tourner mes yeux. Je voyais la maison en train de la maison tournait comme ça. Comme si c'était le monde qui se renversait un peu. Voilà, et puis il riait seul, quoi. Ça vous arrange pas parce qu'en temps normal, vous devez Non, montrer que vous êtes moi, garçon, voilà, donc voilà, ça non. m'arrangeait pas, tu Non, vois, c'est pas bon. ça m'arrangeait pas. Et puis ce que je prenais aussi, c'était il y avait des comprimés qu'on avalait, donc ça me rendait garçon. Mais je me rappelle un jour, on avait avalé des comprimés au niveau d'Abobo au marché, 14e arrondissement là-bas, à Bricois. Et on a avalé tellement de comprimés qu'on a acheté un pain dans le marché, on a mis huile dedans. Parce que quand tu avales le comprimé, que tu manges la téquille ou soit tu manges du pain avec l'huile à l'intérieur, ça réveille la dose. Et moi, je sais le dormir. Et c'est pas qui m'a fait dormir. Il m'a fait 2 jours dans le sommeil. En tout cas, on retient juste que Ouais. vous ne devez pas faire ça chez vous. Non. Voilà. Et puis d'ailleurs, je pense que si vous êtes sur ce plateau, c'est Voilà, justement c'est voilà, pour c'est nous en pour parler. dire que voilà. On va revenir à cela. Bon, en quatrième, il va se passer quelque chose. En quatrième, c'est Comme on là dit, que. plusieurs jours pour le voleur, Ouais. un jour pour le propriétaire. Un jour de propriétaire. On vous écoute. Ouais. Je me souviens en quatrième, on était en fin d'année. Et en fin d'année, vous savez, il y a le bal de fin d'année. C'est ça. Donc il fallait venir à l'école, boire, faire tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. On a bu, on a avalé comprimé, koutoukou, cocoa bijou, jaune amer, tout ce qui est koutoukou, on a tout bu. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes sur ce plateau, c'est vraiment la grâce de Dieu. Non, C'est tout ce que vous avez fait là. En plus de la grâce de Dieu, même, c'est la miséricorde de Dieu. Vraiment. Voilà, en plus de la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Que vous revenez de loin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, le jour de ce bal de fin d'année? Le jour-là, c'était aux environs de 15h, 16h, 17h par là. Et on a fait le show, Bangui, tout. On était assez démaquillés. Finalement, on était assez démaquillés. Il y avait une soeur, j'aimais la fille. Mais lui dit je t'aime, ou bien aller l'aborder, je ne pouvais pas. Il ne savait pas draguer au fait. Et pour moi, tout c'était la force, c'était la violence. Parce qu'il y avait les camps chez nous, on était en robuste, machin, tout. Donc pour moi, c'était la force. Donc on était sur l'effet de l'alcool. Et on a dit à la fille, allons t'accompagner à la maison. Oui, parce qu'elle était fatiguée. D'abord, dans le match, on a commencé à faire ce qui n'était pas faisable. On a accompagné la fille quand même. Arrivé chez elle à la maison, et j'ai dit à mes gars, c'est foutaise. C'est trop facile, quoi. On s'est amusé bien avec elle, puis on l'a laissé comme ça, c'est tout facile. Rebroussons chemin, on rebrousse chemin, et il y avait une broussaille quelque part, là où c'était un dojo de karatéka. Et arrivé là-bas, je l'ai fauché, et j'ai enlevé mon couteau. Mais vous avez de drôles de manières d'aimer, hein. Vous aimez la fille, au lieu de lui dire je t'aime, vous préférez la faucher, enfin Oui, c'est tout bizarre. ça, c'est pour ça. Mais pour dire que si le garçon passait, c'était avec mes amis. Ah, parce que quand on est garçon, on fauche Juste, nous. au fait, quand. Dis donc. Ce que je veux dire. Non, c'est- non, je comprends. Voilà, tu Là, comprends, vous non? étiez dans un état d'esprit, je Voilà. comprends, vraiment. Voilà. Ok. Et c'est comme ça. Et j'ai fauché la fille. Et on a fait tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'on devait faire, on a fait. Et je m'apprêtais maintenant à aller à l'action. Quand j'ai entendu dans mon dos, Diabézi s'est gâté. Parce qu'on m'appelait Diabézi à cette période. Un de mes gars qui a crié, c'est gâté. C'est quoi, tu es gâté? Et j'entends dans mon dos, si tu bouges, je t'abats. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il était sur le fait d'alcool. Il a vu le monsieur, mon Dieu, il est banalisé. Donc, il a répliqué encore. Si tu bouges, je t'abats. Donc, la seconde fois, j'ai commencé à courir. Et comme c'était dans la brousse, je suis tombé dans le broussailles là. Il m'a pris par derrière, il a mis l'âme sur la tête. Et j'ai commencé à pleurer. Mais pourquoi? Oui, je voyais la main en Un face. garçon ne pleure pas. Non, mais attendez. Non. Vous pouvez pas me dire ça quand même. Vous pouvez pas me dire ça. Après tout ce que vous avez fait, vous êtes un garçon. Un garçon, ça pleure pas quand même. Pourquoi vous avez pleuré? Parce que j'ai vu la main en face. Vous avez vu la mort en J'ai face. vu la main en face. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment précis? Bon, j'étais en train de regretter tout le mal que j'avais fait. Et puis je dis, ma vie prend fin aujourd'hui. Et j'ai commencé à même pleurer en baoulé. J'ai commencé à appeler ma maman. Ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Désolé là, c'était chaud. Non, excusez-moi, mais moi j'ai vraiment envie de savoir, ça donne quoi de pleurer en baoulé? Excusez-moi. Vraiment, c'était il y a longtemps. Moi, on me l'a démis au maou. Là, c'est quand vraiment l'émotion à un niveau, on ne peut plus la contenir. D'accord, vous avez pleuré, vous avez eu des regrets et tout ça. Qu'est-ce Oui. qui va se passer après? Parce que là, on vous a chopé, comme on Oui, dit. il m'a chauffé. Et il me fait sortir de la brousse. Il me prend par l'arrière.
Et on arrive dans l'établissement, effectivement, et on trouve le directeur de l'école. Moi, je croyais que le directeur allait me défendre. Il m'a dit, mais ce monsieur-là, c'est pas Crémé Kofi Richard, emmenez-le, c'est un chef de gang. C'est comme ça qu'on m'emmène dans un cabaret où il y avait des gens qui avaient des machettes. Ils m'attendaient pour me dépêcher aussi. Là-bas aussi, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à me faire peur, en fait. En couper ta tête, en fait, ceci, donc, ils ont commencé à pleurer. Okay. Et après, le monsieur a dit, bon, laissez-le. Il me prend, m'amène au 13e arrondissement. C'est là-bas, j'ai fait, je crois, 4-5 jours, je ne sais plus. Et on me défait au parquet. Mon Dieu. Et arrivé au parquet, il était 17h, 18h moins par là. Le cargo, la marque était déjà présent. Et c'était en train de charger les prisonniers. Et étant dans la cellule, j'entends mon nom et je sors. On me dit, on t'attend dans la salle des juges des mineurs. J'arrive, j'ai en face de moi un juge. J'ai en face de moi la jeune dame qui avait été violée. Et puis les parents. Et la jeune dame qui dit non, que à la vérité n'a pas essayé de me violer. C'est un ami d'école. Il était sur le fait de l'alcool. Bon, c'est là qu'on m'a libéré. Ah, peut-être qu'elle était amoureuse aussi de vous. C'est fou ce que l'amour peut faire quand même. Et là, vous vous sentez comment à ce moment-là? Comment vous vous sentez? Parce que là, vous apprêtiez à aller en prison. On ne sait même pas pour combien d'années. Non, ça c'était 10 ans, 15 ans. Ce que j'ai ressenti là, d'abord, il a commencé à couler des larmes. Parce que je ne me voyais plus en liberté, au fait. Je me voyais en prison. Parce que le cargo était en train de charger. Donc, je voyais des gens avec lesquels étaient dans la cellule en train de monter dans le cargo par la maca. D'accord. Donc, du coup, quand on t'appelle, ça lui vient monter. Ouais. J'arrive dans un bureau, on me dit non, tu es libéré. Bon, je ne peux pas exprimer ma joie devant le juge, mais j'ai commencé à couler des larmes. Ça veut dire que c'était un sentiment de joie, mais inexplicable. Voilà. Alors, est-ce que cet épisode va vous aider véritablement à changer? On saura un tout petit peu plus. Alors, là, on était au niveau de ce qui s'est passé quand vous étiez en classe de 4e. Vous avez failli partir en prison. Dieu merci, cette jeune fille est venue, on vous a libéré. Mais est-ce que justement, ça va vous faire changer sur le moment? Non, j'ai continué dans le banditisme. C'est le LCNK. Non, j'ai pas entendu là. J'ai continué dans le banditisme. Après tous ces pleurs-là? Oui, c'est le LCNK. Non, vraiment. D'accord. Et là, vous êtes arrivé à quel niveau maintenant? C'est le LCNK, Carrefour La Vie. Ok. Et puis Saint-Jean. Et après, ça allait être gros bras d'un marabout. Aïe, waouh. La péripétie, Ok. les péripéties Non. avec la jeune dame là, ça n'a pas été pour vous une sorte de conseil, une sorte de seconde chance? Vous savez, je vais rebondir sur cette question. Oui. C'est clair qu'un homme sans l'Esprit de Dieu est un homme animal. C'est beau. Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un homme animal. Donc il retourne toujours à sa vomissure. C'est ça. Tout ce que vous avez vécu là, C'est pourquoi il dit un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un homme animal. C'est-à-dire que c'est comme le porc. Tu demandes au porc pourquoi tu as mangé dans la poubelle. C'est sa nature. D'accord. Ok. Donc on voit que ça vous ne n'êtes pas vous a fort, pas alors. vraiment aidé à changer. À quel moment, parce que là si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que véritablement quelque chose a changé dans votre vie. À quel moment vous avez eu le déclic? Merci. Il faut dire que je me souviens qu'à cette période, on avait formé un groupe après, les experts, et on cherchait un producteur. D'accord. Et nous sommes tombés sur un homme du nom de Djekouri Aimé, dont je salue la mémoire, qui n'est plus en vie, qui nous a présenté Christ. Qui nous a dit, si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, moi je mets mon argent à votre disposition afin de vous produire. Il avait mis une stratégie en place. Nous on habitait à Bobo et tous les dimanches quand on venait à l'église à Yopougon, il donnait à chacun d'entre nous 10 000 ou soit 5 francs par personne. C'était la motivation première pour laquelle on allait à l'église. De toutes les manières, dans la vie, c'est une question de motivation. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous y alliez. Voilà. Donc nous, on partait pour la forme. Voilà, on partait pour la forme parce que le monsieur donnait 10 000 ou 5 francs par dimanche. Et je me souviens qu'un samedi, on avait bu à la veille, on était ivres. Nous sommes rentrés à 4h, 5h du matin par là. Et je me suis réveillé et j'ai dit, bon, tu mieux vaut aller à l'église prendre mes 10 000. Au lieu de rester au quartier et puis, bon, il n'y a rien. Je suis allé à l'église et voici là où le Seigneur va me prendre. Arrivé au culte, l'apôtre Corée Moïse, qui est allé au passage, dans de prêcher un message fort et poignant qui disait comme ça que peu importe le dégât que le diable a causé dans ta vie, peu importe tes erreurs, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire et de te valoriser. Voici là où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Ah, les 5 000. Ouais. Merci aux 5 000. Vous savez, c'est une très bonne stratégie. C'est comme quelqu'un qui va à la pêche pour aller pêcher du poisson. Exactement. Il ne mettra pas du plomb sur la maison. C'est sûr. Forcément, mettre vers terre parce que nous avons besoin d'argent. Donc, du coup, c'est l'argent qu'il a mis devant. Et on a donné vie au Seigneur. Et par la suite, dans la marche avec le Seigneur, ça n'a pas été facile. Certes, il y a eu des épreuves que j'ai vécues. Et je me souviens que
dans la marche avec le Seigneur, Dieu m'a fait grâce et je me suis marié. Ah. Voilà, je me suis marié le 24 décembre 2011. Et en 2012, mon épouse qui était enceinte, elle a accouché. Par césarienne, bien sûr. L'enfant n'est pas resté 3 kg 800. Wow. Et par la suite, elle est tombée encore enceinte en 2013 et 2014, le 16 février 2014. Pendant que le Seigneur m'a inspiré le véritable Dieu qui, aujourd'hui, par la grâce, est en train de me révéler, elle décède au CHU de Cocody avec une grossesse de 7 mois. Oh, on est Voyez, désolé. c'était une épreuve très, très difficile. Et je me souviens que pour moi, pour se laver, c'était compliqué. On prenait du savon en poudre pour se laver. Et il n'y avait même pas souvent de la pâte dentifrice aussi. On prenait du savon pour se brosser les dents. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller proclamer Christ, le véritable Dieu qui revient bientôt. Voilà. Comme vous avez dit justement, quand il faut opérer une transformation dans votre vie, il faut qu'elle soit complète. Oui. Et je pense qu'elle a été complète dans votre cas. C'est Oui. pour ça que vous n'êtes pas revenu à vos anciens démons. Voilà. Parce Vraiment. que le maître de ma vie a fait son entrée dans ma vie. Donc du coup, il a stabilisé ma vie. Il m'a fait comprendre que tout ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien n'est que la poussière. Exactement. J'ai compris que dans la vie artistique, dans la vie de tous les jours, on vit pour paraître, on vit pour paraître, on vit pour présenter une apparence. Or, il ne faut pas vivre pour présenter une apparence, il faut vivre pour plaire à celui qui t'a confectionné à son image et à sa ressemblance. Très bien. Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Je sais que vous avez énormément de questions et il est là justement avec nous, Monsieur Paulus Agathon, pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour, on va dire, ce dernier jour de la semaine en ce qui concerne mes interventions. Alors, je vais démarrer avec le message de Très béni de Dieu sur la page Facebook C'est Midi. Il dit, c'est vrai que vous avez eu à commettre de nombreux actes, mais quelle est la chose que vous regrettez énormément, Étant chrétien maintenant, Oui. le regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y avait un neveu qui était dans le broutage et qui faisait les amours, comme on le dit. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises, j'ai même prié pour lui pour qu'il ouvre son cœur au Seigneur. Et 8 jours après mon interpellation, il est tombé sur une moto et il est mort, sans connaître le Seigneur. Ça me fait vraiment très mal. Parce que vivre sans connaître le Seigneur, ça veut dire que c'est plus qu'un péché. Marwan Farhad, il dit, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu convaincre des anciens amis avec qui vous avez fait les mauvaises actions, voilà. Ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien de toujours le présenter le Et Seigneur. ça porte fruit. Ça porte du fruit, ça porte et ça paye. Il y a d'autres fruits. D'accord. Et je vais terminer avec le message de Ibrahim Dao. En tout cas, il dit salutations et bravo à ce monsieur qui, à travers son témoignage, pourra certainement donner l'envie à certains jeunes qui sont encore dans ce milieu de changer de vie. Et donc, Jessica, c'est avec ce message que moi je vais prendre congé de vous en ce qui concerne cette semaine. Rendez-vous dès lundi prochain parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Ouais. Merci Paulus. Monsieur Richard Créné. Votre témoignage est assez touchant, il est assez profond et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation que vous il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes aujourd'hui qui ont envie de paraître, de montrer qu'ils sont des hommes finalement? Qu'est-ce que c'est être un homme déjà? Et puis qu'est-ce que vous avez véritablement envie de leur dire? Je veux dire à toi qui me suis en ce moment que vivre sans Dieu, c'est un échec. Celui qui n'a pas l'esprit d'un homme animal. Et je veux dire à quelqu'un pour me suivre en ce moment que le seul moyen pour toi d'être épanoui, le seul moyen pour toi d'être heureux, c'est de vivre une vie éternelle. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, elle passera. Les plaisirs passeront, les belles voitures passeront, le bling-bling passera. Mais qui va juger ton âme? Où passeras-tu de l'éternité? Quand tu vas rendre ton âme, où est-ce que ton âme ira? On a l'habitude de dire qu'il a rendu l'âme, mais à qui? Oh, il y a deux entités. D'abord, dans la vie, tout est deux. Il y a oui, il y a non, il y a bon, il y a mauvais, il y a Satan. Il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a le paradis. Si toi tu meurs sans Jésus, où passeras-tu l'éternité? Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est d'éviter la drogue, d'éviter de tomber dans ce genre j'ai envie de dire, de déboire, de vice. Oui. Vraiment, de vous accrocher à vos études, c'est le plus important. C'est très important. Allez à l'école, parce que le temps de l'école passe, malheureusement, et après, on n'a que des regrets. Si vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des parents qui vous payent vos études, accrochez-vous à ça et surtout accrochez-vous aux valeurs que vos parents vous inculquent, c'est le plus important. Merci infiniment, M. Créné. Merci pour votre témoignage.